Ami solariste, salut à toi. Et si je te disais qu'il existe un chauffe-eau solaire sans pompe de circulation, sans régulation, sans sonde de température, sans électricité et sans ballon sur le toit et sans risque de gel et qui ne soit pas moche. Alors tu me dirais, et c'est normal? Non mais même pas en rêve il existe celui-là. Eh ben si, et je vais même te le présenter maintenant. Musique. Aujourd'hui, je te présente le petit frère du chauffe-eau solaire monobloc à effet thermosiphon qu'on a vu la dernière fois. Du coup, c'est quand même mieux d'aller voir la vidéo numéro 9 que j'ai fait la dernière fois, mais c'est pas grave. Tu pourras éventuellement la voir après, si tu préfères. Bon, donc précédemment, comme on dit dans les séries actuelles, on a vu la dernière fois que ce chauffe-eau solaire était génial, hyper simple, mais qu'il avait malheureusement deux gros défauts. La protection au gel et l'esthétique. Eh ben aujourd'hui, on va voir son équivalent, mais avec les deux défauts en moins. Et il s'appelle tout simplement le chauffe-eau solaire à effet thermosiphon à éléments séparés. Bon, alors pour celui qui n'a pas vu la précédente vidéo, et puis pour ceux qui l'ont vu mais qui ne s'en rappellent pas bien, je te fais un résumé en deux phrases. Le chauffe-eau solaire monobloc à effet thermosiphon utilise le phénomène de la dilatation des liquides avec la température. Les panneaux sont sous le ballon. Il chauffe avec le soleil, le fluide, en chauffant, s'allège et il monte. Il chauffe le ballon, puis il se refroidit, puis il redescend, puis il se réchauffe encore dans le panneau et c'est reparti pour un tour. Pas de circulateur, pas de régulation, pas d'électricité, ça marche tout seul. Maintenant, pour plus de détails, tu vas voir ma vidéo numéro 9. Maintenant, le problème avec un chauffe-eau thermosiphon monobloc, c'est que en France, l'hiver, ça gèle, et deux, au niveau esthétique, ça passe pas. Du coup, il aura suffi d'inventer le même système, avec le ballon dans la maison et les panneaux dehors. Et le problème était réglé. Voilà, c'est tout. Allez, je me barre. Et donc, on a créé le chauffe-eau solaire à effet thermosiphon, mais à éléments séparés. Il fonctionne sur le même principe, sauf que le ballon, qu'il soit vertical ou horizontal, lui on va le rentrer dans la maison, et les panneaux solaires, eux, ils vont rester à l'extérieur. Par contre, ils sont forcément sous le niveau du ballon, et pas trop loin, je dirais à peu près à moins de 10 mètres. Donc par exemple, on met le ballon au premier étage, et les panneaux dans le jardin. Ou alors on met les panneaux par exemple sur un toit de garage, ou alors tout en bas de toiture, mais à ce moment-là, il faut que le ballon, lui, soit en haut du toit, au niveau du faîtage par exemple. Bon, pas facile à installer, mais quand même très efficace. Personnellement, j'avoue, j'en ai jamais installé des comme ça. Déjà un 300 litres, ça pèse 300 kg, tu rajoutes une centaine de kilos pour le ballon, tu ramènes l'eau sanitaire là-haut, tu fais tes raccords, tu fais tes soudures, tu fais tes joints. Bon là déjà, je te le dis, t'es rincé. Bon bah t'as pas intérêt à te louper, parce que le jour où t'as un truc qui lâche ou une fuite là-haut, bah bonjour le dégât des eaux dans toute la maison. Et puis tu iras trouver un plombier qui veut bien intervenir là-haut, et dans l'urgence, et à un prix correct en plus. Ouais, bah des fois, il faudrait quand même penser à toutes les années qui vont suivre l'installation, la vie de l'installation, quoi. Bon, je te l'ai quand même mis parce qu'il faut savoir que ça existe, que c'est possible, et que peut-être que tu pourras t'en inspirer pour chez toi, et que chez toi, ça sera possible. Bon, sinon, la différence principale que tu vas avoir par rapport à un chauffe-eau solaire monobloc, c'est que dans un cas, tu vas avoir un système qui est préconfiguré avec des longueurs qui sont toutes définies, le système est compact, on va dire, alors que dans l'autre système, il va falloir le faire toi-même avec le choix des pentes, le choix des tuyaux et tout ça, quoi. Donc dans le cas d'aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la tuyauterie, qui va définir les sections, les pentes et compagnie. Donc si ça fonctionne pas, si l'effet thermosiphon ne fonctionne pas, ben ça marchera pas. Et là, tu pourras t'en prendre à personne. Dans ce cas, il te restera quand même la solution de mettre une régulation, un circulateur, de l'électricité et de revenir à un système type chauffe-eau solaire à circulation forcée, mais c'est quand même ballot. Encore une fois, ne compte pas sur moi dans cette vidéo pour te dire quelle longueur, quelle pente, quel diamètre de tuyau. Non, c'est pas possible. Ça va dépendre de plein de paramètres, ça va dépendre des choix de matériel que tu vas faire. Alors il existe bien sûr des choses, les fabricants vont te fournir des abacs pour les panneaux, pour les tuyauteries, des choses comme ça.
Alors comme je te l'ai dit la dernière fois, choisis le bon type de panneau, parce qu'on a bien vu l'autre fois que tous les panneaux ne peuvent pas fonctionner en thermosiphon. Respecte les préconisations. Et après, bonne chance à toi. Alors quand même quelques conseils. Si moi personnellement j'en faisais un, je partirais par exemple pour le circuit solaire, si je le fais en cuivre, au moins du 18 ou du 22. Si je fais de l'inox flexible, je prendrais au moins du DN 20 ou 25. Je mettrais au moins une pente de 20 degrés et moins de 10 mètres de longueur. Et j'essaierai si c'est possible de mettre au moins un débitmètre, au moins au début sur l'installation, pour voir un petit peu le débit que j'obtiens, pour voir si je suis en concordance avec la documentation des panneaux solaires, pour être sûr que c'est efficace. Je mettrais plutôt un ballon vertical, déjà c'est plus standard, et puis ça me permettrait d'avoir un deuxième échangeur pour me connecter par exemple sur l'appoint, sur une chaudière à gaz, une pompe à chaleur ou tout ce que je veux. Et en plus sur un ballon vertical, la stratification elle est nettement meilleure. Bon alors c'est quoi la stratification? C'est la propriété qui fait que l'eau chaude et l'eau froide ne vont pas se mélanger. En gros, l'eau froide plus lourde reste en bas et l'eau chaude plus légère va monter. Donc pendant que je prends une douche, je fais sortir de l'eau chaude, de l'eau froide rentre en bas du ballon, mais elle reste en bas, elle va pas se mélanger. Et donc du coup, plutôt que d'avoir une douche tiède, si ça se mélangeait tout de suite ensemble, je vais garder ma douche chaude jusqu'à ce que j'ai épuisé toute l'eau chaude qui va monter vers le haut. La question, ça serait, est-ce qu'il vaut mieux avoir un ballon de 300 litres d'eau tiède à 30 degrés pour prendre sa douche, donc je puiserai en haut à 30 degrés, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir constamment un ballon de 300 litres avec la moitié de l'eau qui est à 50 degrés qui est en haut, et la moitié de l'eau qui est à 10 degrés qui est en bas? Le deuxième cas, bien sûr. Donc la stratification, c'est extrêmement important. Donc on a intérêt à ce que l'eau froide qui rentre dans le ballon ne se mélange pas. Alors quelques valeurs pour vous rendre compte. C'est à peu près à 4 degrés que l'eau est la plus lourde. Là, elle pèse à peu près 1000 grammes par litre. À 60 degrés, on n'est plus qu'à 992 grammes par litre. Donc l'eau chaude, elle reste en haut du ballon. Et plus un ballon est fin et long, et plus il va favoriser la stratification. C'est-à-dire cette séparation entre l'eau chaude et l'eau froide dans le ballon sans avoir de compartimentage. Alors j'en vois déjà qui vont me demander « Ouais, mais pourquoi c'est à 4 degrés qu'elle est la plus lourde et pourquoi c'est pas à 0 degré ?» C'est comme ça, j'y peux rien. L'eau a une particularité que peu de corps possèdent. Normalement, un liquide est de plus en plus dense en refroidissant, puis il arrive à son état solide. L'eau, c'est le cas, sauf que c'est que jusqu'à 4 degrés. Ensuite, de 4 degrés à 0 degré, la densité repart dans l'autre sens, puis l'eau devient solide. On appelle ça une anomalie dilatométrique. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors les avantages de ce chauffe-eau solaire. Techniquement, c'est beaucoup plus simple. Il y a peu de matériel, donc très peu de maintenance et moins de dépannage. C'est moins cher et ça fonctionne sans électricité. Ça fonctionne aussi sans électronique, sans circulateur. C'est donc idéal pour un site isolé. Inconvénients. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. À part juste trouver le bon endroit pour que les panneaux soient sous le ballon et que la distance soit pas trop grande. C'est peut-être son seul défaut, mais en vrai, avoir les panneaux en bas, c'est pas si évident que ça, parce que plus on est bas et plus on peut avoir des problèmes d'ombre sur nos panneaux. Alors sur ce, je te laisse. Normalement, dans la prochaine vidéo, on traitera du problème de l'appoint sur les chauffe-eau solaires. L'appoint, c'est le système qui va prendre la relève quand il n'y aura pas assez de soleil pour faire ton eau chaude. Et oui, en France, à part dans les dom-toms, on n'a pas suffisamment de soleil pour faire de l'eau chaude 365 jours par an. Donc on a besoin d'une autre énergie pour les mauvais jours. Et toutes les énergies sont possibles. Bois, gaz, fuel, pompe à chaleur, électricité, tout ce que tu veux. Mais là je t'en ai déjà trop dit. Pour en savoir plus, il faudra voir la vidéo suivante. Allez, amis solaristes, salut à toi et à bientôt.